ustedes vinieron el día de ayer, otros no. Para los que no asistieron el día de ayer porque no fueron convocados, no porque no hayan querido venir, eso me queda claro. Les voy a explicar un poco la mecánica y qué es lo que está por ocurrir en este momento. Les presento al profesor Tarkan Yeshir. Él viene del Departamento de Matemáticas del INSA de Lyon. Él es responsable del primer año, de la formación del primer año de ingeniería, específicamente matemáticas, obviamente. Y él es el que se va a ocupar el día de hoy de darles un ejercicio. No se puede decir que es un curso completo porque obviamente es muy poco el tiempo. Lo que queremos es darles un pasaje rápido, una vista de lo que es la enseñanza de las matemáticas en Francia, qué es lo que necesitan y a qué es lo que se van a enfrentar próximamente. Ahora bien, ustedes creen que vienen a ver, ¿verdad? ¿Así es? Sí. Ustedes quieren que van a venir a ver. Déjenme les digo que están equivocados. Venimos a verlo. Bajo esa óptica tienen ustedes que actuar. Se les van a poner una serie de ejercicios. Primero el profesor les va a ayudar a resolverlos y después quiero verlos. ¿Por qué? Porque toda esta información que se va a recabar va a ir a sus expedientes de candidatura. Porque además de las explicaciones que les va a dar el profesor, va a haber un examen. Se les va a poner una evaluación. Y esa evaluación, como les digo, va directamente a su expediente. ¿Para qué? Para seleccionar y ver inclusive quién tiene posibilidades de hacer un doble diploma. ¿Ok? Entonces, bajo esa óptica quiero que tomen la responsabilidad de estas 2 horas y que la aprovechen al máximo. Ustedes no vienen a ver. ¿Queda claro eso? Muy bien. Pues bienvenidos. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc comme l'a dit le professeur Antonio, je m'appelle Tarkan Yeshir, je vais vous écrire mon nom et mon adresse, si vous voulez. Nous allons faire connaissance. Si vous voulez ensuite, plus tard, me poser des questions, entrer en contact avec moi, vous pouvez utiliser mon adresse email. Nous pourrons communiquer si vous avez des questions après. D'accord? N'hésitez pas, vous pouvez noter mon adresse. Donc, je suis enseignant de mathématiques à l'INSA Lyon. J'enseigne sur les 2 premières années de la formation d'ingénieur à l'INSA, qui dure 5 ans. Et je suis actuellement aussi responsable de la discipline mathématique sur le département qui s'appelle maintenant FIMI, qui s'appelait jusqu'à l'année dernière le premier cycle, c'est-à-dire formation initiale au métier d'ingénieur. Ces 2 premières années, alors je ne sais pas si je parle trop vite, pas assez, je ne sais pas quel est votre niveau en français. Certains peut-être très bons, d'autres moins, c'est normal. Il y en a qui ont commencé à apprendre le français il n'y a pas très longtemps. Donc dites-moi si je parle trop vite. Dites-moi s'il faut que je répète certaines choses, n'hésitez pas. L'important c'est qu'on arrive à se comprendre. Donc je disais que pendant les 2 premières années à l'INSA Lyon, tous les élèves, tous les étudiants ont des cours communs en sciences, et notamment en mathématiques. Et c'est uniquement après les 2 premières années qu'ils vont choisir un département de spécialisation et avoir des cours un petit peu plus différenciés par rapport à leur spécialité.
Les trois camarades que vous avez ici, dos au mur, comme s'ils étaient punis. Mais en fait, ils ne sont pas punis, ils sont très contents d'être là. L'année dernière, ils étaient en première année de la filière Amerinsa. Ils ont fait leur première année de formation à l'INSA. Ici, ils viennent faire leur deuxième année. Donc, ils vont retourner normalement en France et continuer leurs études là-bas. Vous pourrez profiter aussi de leur expérience pour poser des questions éventuellement sur les études à l'INSA, comment ça se passe, la vie étudiante. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur la vie étudiante. C'est tout ce qui est autour des cours et de la formation. Donc c'est important aussi, je pense, d'avoir des informations sur tout ça. Donc vous pourrez leur poser des questions, soit maintenant, soit plus tard. Ils ont gentiment accepté de revenir, puisqu'hier, en fait, alors certains étaient déjà là hier. Hier, il y a eu d'autres élèves qui étaient, donc, si j'ai bien compris, de première année de Refumé, et vous êtes en deuxième année, c'est ça? Enfin, certains. Parce que vous êtes déjà en première année. Comme l'a dit le professeur Antonio, il m'a demandé de vous faire un cours de maths, mais bon, nous devions être deux. Hein. On est venu à deux, avec M. Athanase, mais il a dû partir en urgence. Donc je vais essayer de faire ça tout seul. On ne va pas vraiment faire un cours de mathématiques. Je me suis renseigné sur ce que vous aviez vu jusqu'à présent en mathématiques. L'objectif, c'est de ne pas voir forcément de nouvelles choses, mais de reprendre un petit peu des notions que vous avez déjà travaillées et que vous voyez un petit peu, est-ce que la manière de résoudre un exercice sur une notion que vous connaissez, est-ce qu'elle est différente ou pas de la manière que vous avez apprise ici, pour voir un petit peu quelles sont les exigences si vous venez continuer vos études en France, notamment à l'INSA, de voir un petit peu s'il y a des choses à travailler, des choses à percevoir différemment, etc. Alors, le professeur Antonio vous a aussi parlé d'un examen. Bon, l'idée il est double, hein, bien sûr, ici, même plus, triple, quadruple, on va dire. L'objectif, c'était de nous rencontrer, que vous puissiez me poser des questions sur tout ce que vous posez comme question sur des études à l'étranger, notamment à l'INSA. Donc j'y répondrai. C'est essentiellement pour ça, en fait, qu'on est ici. Et puis, on veut profiter de l'occasion, comme l'a dit monsieur le professeur Antonio, pour vous obliger un petit peu à travailler ces choses-là. Donc, la semaine prochaine, ou après, je ne sais pas, enfin, à un moment donné, il y aura une petite évaluation, mais c'est pas, faut pas avoir peur de cette évaluation. Hein, c'est vraiment pour voir un petit peu ce que vous pouvez être capable de faire comme ça instantanément sur quelque chose qu'on vous a montré, comment vous pouvez réagir dessus, voir voilà, si vous savez ce qu'il faut retravailler, si vous avez retenu les quelques conseils que je vais éventuellement vous donner, etc. Alors, sans faire trop long, je vais vous distribuer l'exercice qui est ici. A priori, vous savez déjà résoudre des systèmes linéaires. Tout le monde sait de quoi je parle quand je parle d'un système linéaire avec des inconnus. Donc là, vous allez, je vais vous le distribuer, comme ça vous allez vite voir de quoi je parle. Je laisse passer de près. Donc, je vais vous expliquer comment on va procéder. Vous allez commencer à résoudre l'exercice, la première question. Je vais circuler. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vos camarades qui sont ici, normalement, ils savent faire cet exercice. On va les laisser réfléchir un petit peu avant, mais ils pourront aussi vous aider si vous avez des questions. Et puis, s'il vous manque des informations, s'il vous manque
les méthodes par rapport aux questions qu'il y a ici. On fera un petit break. J'expliquerai des choses au tableau. Et puis vous continuerez encore à chercher. D'accord ? L'objectif aussi pour moi, c'est de voir un petit peu ce que vous savez faire. Et s'il y a des choses à réexpliquer. Donc on parle ici de système linéaire. Ici, il y a 3 équations, 3 inconnues. Tout le monde en a eu. Alors nous, à l'INSA, en première année, on enseigne les méthodes de résolution des systèmes linéaires et on utilise essentiellement la méthode du pivot de Gauss. Est-ce que tout le monde a vu la méthode du pivot de Gauss ou pas? Est-ce que ceux qui n'ont jamais entendu parler de la méthode du pivot de Gauss peuvent lever la main pour que je sache un petit peu? C'est pas grave hein, si vous ne l'avez pas vu. C'est juste pour voir si toi tu sais pas. Il y en a d'autres qui n'ont pas vu la méthode du pivot de Gauss. Alors, si vous avez vu une autre méthode, est-ce que tu as vu une autre méthode pour résoudre ce système? Matrix. D'accord. Montante. D'accord, Montante. Alors ça m'intéresse de voir Montante. Donc tu peux le faire comme ça si tu veux. Donc peu importe si vous n'avez pas vu la méthode du pivot de Gauss, vous appliquez avec la méthode que vous connaissez pour résoudre ce système. Ceux qui ont vu la méthode du pivot de Gauss, ce serait bien qu'ils essayent de l'appliquer pour voir quelles sont les solutions de ce système. D'accord? Je vous laisse chercher. Et puis on en reparle dans quelques minutes. Parfois un petit peu différentes, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés à la solution de ce système, d'accord, mais avec des rédactions qui ne sont pas toujours pareilles. Ça, c'est pas très important, la méthode, enfin, quand je dis c'est pas très important, bien sûr, arriver à la solution, c'est quelque chose d'important, mais la manière dont vous êtes arrivé à la solution, elle peut avoir aussi son importance pour plusieurs raisons. La première, c'est si par exemple vous n'avez pas la bonne solution à la fin, et que moi je vais corriger, je vais lire ce que vous avez fait. Je regarde le résultat final, et je dis, ah, il y a une erreur, c'est pas la bonne solution. Alors qu'est-ce que je mets? Je mets 0, parce que c'est pas la bonne solution? Ou est-ce que peut-être que vous avez fait une petite erreur, juste une petite erreur, vous connaissez la méthode, vous savez résoudre un système, mais peut-être vous vous êtes trompé en faisant, ça peut arriver quand on n'est pas concentré. Moi par exemple j'ai 7 heures de décalage horaire, parce que là en France il est minuit, et du coup je suis très fatigué par exemple, et donc je peux faire des erreurs, je peux écrire que 3 plus 2 ça fait 6. Vous voyez, donc si je le fais il faut me dire, mais ça arrive à tout le monde. Donc vous voyez, quand on applique toujours une méthode où on explique comment on a fait, on arrive à expliquer à celui qui va lire votre travail comment on est arrivé à la solution, eh bien s'il y a une petite erreur de calcul, on va pouvoir la détecter. On va pouvoir dire, ah, cet élève il connaît la méthode, c'est juste une petite erreur ici. Si vous avez une rédaction qui n'est pas forcément très claire pour celui qui lit votre rédaction, qui est claire pour vous, mais pas forcément très claire pour celui qui la lit, ça pose un problème parce que du coup, si la réponse est juste, c'est bon. Et si la réponse est fausse, ça veut dire que je ne sais pas pourquoi vous vous êtes trompé. Est-ce que vous vous êtes trompé à cause d'une petite erreur, ou est-ce que vous vous êtes trompé parce que vous avez fait quelque chose de grave, d'accord, qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer ici une méthode de rédaction de la solution. Et c'est celle aussi que je demande de faire en général à mes élèves, en disant, si vous voulez rédiger autrement, vous pouvez, mais si vous vous trompez, ce n'est pas la bonne solution, vous aurez 0. Si vous faites la rédaction qui est ici, vous faites une petite erreur, bah, vous serez peut-être un petit peu pénalisé,
Mais parce que vous connaissez la méthode de résolution, si je vous avais donné un autre système, vous l'auriez peut-être fait sans problème. Donc, bien sûr, vous aurez une partie des points, ou même quasiment tous les points. Vous voyez? Bon, du coup, je vais vous présenter ici une manière de rédiger. Mais est-ce que vous vous êtes tous d'abord posé la question, est-ce que ce système a une solution? Vous avez tous trouvé une solution. Est-ce qu'un système a toujours une solution? Non. Donc comment est-ce que vous auriez fait si le système n'avait pas de solution? Comment est-ce que vous en seriez aperçu? Évaluer votre résultat. Oui. Évaluer le résultat. Oui. L'évaluer, c'est-à-dire si tu n'as pas de résultat, tu ne peux pas l'évaluer. S'il n'y a pas de solution, comment vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de solution? Avec les déterminants de la matrice. Oui. Alors ça, c'est une méthode, effectivement. Le déterminant de la matrice, on va en parler tout à l'heure. Il y a une matrice qu'on peut écrire, associée à ce système. Et le déterminant de la matrice vous donne une information sur est-ce que le système a une solution ou pas. D'accord? Ça ne suffit pas. Bien sûr, si vous calculez le déterminant, vous saurez peut-être s'il y a une solution ou pas de solution. Mais il peut y avoir aussi plusieurs solutions. Ça, le déterminant ne vous le dira pas forcément. D'accord? Mais c'est déjà un indicateur. Bon, on va parler de ça un petit peu plus dans la deuxième question. Je vais d'abord vous montrer comment on peut rédiger ce système pour éventuellement retrouver une erreur, si on a fait une erreur de calcul. Alors, en général, donc je vais vous expliquer la méthode du pivot de Gauss. En France, on appelle ça la méthode du pivot de Gauss. Alors, un pivot, c'est un coefficient qui est devant, en général, la première variable que je vais utiliser pour faire disparaître cet inconnu dans les deux autres équations. En général, on peut très bien garder ça comme première équation, mais pour faciliter les calculs et éviter, par exemple, qu'il y ait des fractions, en général, on prend comme pivot, si on peut, un pivot égal à 1. Si le pivot n'est pas égal à 1, c'est pas grave, on peut quand même s'en sortir, mais l'objectif c'est de faciliter les calculs. Donc par exemple, je vais faire une première opération. Donc je dis que mon système il est équivalent à un autre système. Quand j'utilise ce symbole équivalent, ça veut dire en fait que toutes les solutions de ce système, s'il y en a, sont les mêmes que les solutions de ce système. D'accord? Alors qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur des systèmes? Je peux changer deux lignes, inverser deux lignes. Donc j'appelle L1, c'est la ligne 1, ligne 2, ligne 3 de mon système. D'accord? Si j'inverse par exemple les deux premières lignes, du coup je retrouve cette équation en premier, celle-ci en deuxième, et celle-ci en troisième. D'accord? Alors c'est ça que je vais prendre comme pivot. Donc le x ici, donc on dit que le pivot au 1, c'est le coefficient devant x. Je vais l'utiliser comme pivot et je vais continuer mes transformations. Je vais garder la première équation. Dans la méthode de Gauss, on garde toujours la première équation et on fait des manipulations, des combinaisons sur les lignes pour faire disparaître les inconnus une par une. Je vais faire disparaître x ici et ici. Alors pour ça, je peux faire deux opérations successivement. La première, c'est... Alors, on fait en général comme ça, on dit que la ligne 2, la nouvelle ligne 2, celle que je vais avoir ici, je vais l'obtenir en faisant l'ancienne ligne 2 moins 2 fois l'ancienne ligne 1. Donc ici c'est la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Je fais la même notation. Ça sera ma nouvelle ligne 1, ma nouvelle ligne 2, ma nouvelle ligne 3. Et ma nouvelle ligne 2, c'est la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Donc je multiplie celle-là par 2 et je soustrais. Donc quand je fais ça, 2x moins 2x, ça fait 0. Y moins 2 fois 2y, ça fait moins 3y. En rouge. Z moins 2 fois z, c'est moins z. Vous me dites si je me trompe. Hein. N'oubliez pas 7 heures de décalage. Donc, je peux me tromper. 1 moins 2 fois 2, donc moins 3. Je vais faire pareil pour la troisième équation.
ma troisième ligne, je vais l'obtenir en faisant, qu'est-ce que je vais faire comme opération? Qu'est-ce que je vais faire? Alors on appelle ça un codage. Vous voyez, quand j'ai circulé, alors c'est pas grave, il y en a qui n'ont pas mis les codages, mais du coup j'ai dû demander, par exemple, j'ai dû te demander comment est-ce que tu as fait pour arriver au résultat. Ton résultat il est juste, mais quand je lis comme ça, je ne sais pas si je dois lire ici, si je dois lire ici. Tu vois, après tu m'as expliqué, tu m'as dit, ben, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Très bien. Mais si je suis devant ta copie et que je veux comprendre comment tu es arrivé au résultat, tu feras plus attention, d'accord. Donc oui, c'est important d'avoir une rigueur dans la rédaction pour pouvoir expliquer ce que vous avez fait, mais que celui qui vous lit arrive à comprendre sans que vous soyez obligé de lui expliquer. D'accord? Donc en général, on fait un codage comme ça. Et donc qu'est-ce que je vais coder pour cette ligne-là? L3 moins L1. Très bien. Donc L3 moins L1, effectivement, X moins X, c'est le but. Ça fait disparaître le X ici. Alors, je vais avoir moins Y. Non. C'est moins Y. Plus Z égale 2. C'est bon? Je continue. Dans la méthode de Gauss, on continue maintenant. J'ai éliminé X dans les deux premières équations. Je vais maintenant éliminer Y dans la dernière équation. On dit que je rends mon système triangulaire. D'accord? On peut aussi écrire ça matriciellement. Ça évite de recopier les inconnus. Mais bon, ici, ça ne va pas faire gagner énormément de temps. Donc je continue comme ça. Et donc, pour ma dernière ligne, je vais faire quoi? Je vais juste modifier la troisième ligne en disant... Alors je vais éviter les fractions. On peut travailler avec des fractions, mais c'est toujours un peu... ça demande plus d'efforts de calcul mental de calculer avec des fractions. Donc je vais plutôt multiplier 3 fois. Je vais multiplier cette ligne par 3 et retrancher celle-là. Je vais faire 3L3 moins L2. Donc j'ai plus de Y. D'accord? 3Z moins Z, ça fait 4Z. Et 6 moins 3, ça fait 9. J'arrive enfin au résultat. La dernière étape de la méthode du pivot de Gauss, c'est de remonter le système. Une fois qu'on a déterminé, là je ne fais plus d'opérations sur les lignes. Regardez ici, je peux trouver Z. Donc Z est égal à 9 quarts. Ensuite, moins 3Y est égal à moins 3 plus Z, donc plus 9 quarts. C'est-à-dire, ça va me donner Y égale quart. Et ici, X est égal à 2 moins 2Y moins Z. Je fais une substitution, tout simplement. On dit qu'on remonte le système. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire 2 moins 1 demi moins 9 quarts. Ce qui fait 8 moins 2, 6 moins 9 moins 3 quarts. Bon. Donc il y en a plein qui vont trouver ça. Hein. Alors, ce système a combien de solutions du tout? Ce système, il a combien de solutions? Est-ce qu'il a des solutions? Oui, combien de solutions? Une solution. On conclut, le système a une seule solution. Et on la note en général, on va dire x, y, z égale, c'est un triplet, donc c'est le triplet, moins 3 quarts, 1 quart, 9 quarts. Donc c'est bien une seule solution. Chaque solution est un triplet x, y, z. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir, avec la même méthode que vous avez appliquée à la première question, votre méthode, ou alors vous pouvez reprendre celle-là comme vous voulez,
Est-ce que vous savez répondre à la deuxième question? Donc vous voyez, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le système. Il ressemble beaucoup quand même à celui-là. Et à la place de 2, ici j'ai mis A. Et ici on a mis A et A au carré. Donc ce système, on dit que c'est un système avec un paramètre. A n'est pas une inconnue. Je veux résoudre ce système, je veux trouver x, y et z qui vérifient les trois équations, mais pour un réel A donné que je ne connais pas. C'est très souvent dans vos études d'ingénieur que vous allez rencontrer des phénomènes où il y a des paramètres. Des paramètres que vous pouvez choisir ou dont il va falloir tenir compte. Donc, vous pouvez avoir ça dans des équations différentielles aussi. Vous pouvez avoir une équation différentielle avec un paramètre dans les coefficients, dans les systèmes. Donc, ou une fonction, tout simplement, une fonction à paramètre. Et donc, discuter suivant les valeurs du paramètre, c'est dire, ce système-là, maintenant, je veux le résoudre, non pas pour A égale 2, A égale 1, A égale pi, A égale ce que vous voulez. Je veux savoir si, quand je prends un réel A, est-ce qu'il y a toujours une solution? Que vaut cette solution? S'il n'y a pas de solution, ben, il va falloir le démontrer. Voilà. Et donc, est-ce que la méthode que vous avez appliquée pour la première question marche pour celle-là? C'est compliqué. Pour certains, ça va être compliqué. Parce que certains ont utilisé des méthodes qui sont plus des méthodes de type numérique. Et ben, quand il faut discuter de ce paramètre, ça peut poser problème. Après, on peut quand même y arriver aussi, mais là, il va falloir réfléchir. Il va falloir savoir, est-ce que je peux prendre n'importe quelle valeur de A pour trouver la solution ou pas? Donc, il faut mettre en œuvre une méthode et un raisonnement derrière qui vous permettent de dire ben, comment est-ce que je dois discuter, comment je dois savoir quelles valeurs de A vont me donner une solution du système, quelles valeurs de A ne vont pas me donner une solution du système. Je laisse réfléchir un petit peu, si quelqu'un a une piste, ou alors vous essayez d'appliquer cette méthode, mais en faisant maintenant, si vous ne la connaissez pas bien cette méthode du pivot de Gauss, ou vous voulez l'essayer, je vais laisser ici au tableau le codage, et après on va refaire la même chose, mais avec ce système-là. D'accord? Et voir comment on discute. Après, si vous voulez faire autrement, avec votre méthode, et que vous arrivez à trouver, à répondre à la question, c'est très bien. Ça m'intéresse aussi de voir comment vous allez faire votre raisonnement. D'accord? Allez-y, continuez à chercher. Vous pouvez se tromper, c'est possible. Mais par exemple, si à la fin, quelqu'un me dit non, ton résultat il n'est pas juste, eh bien je remonte, c'est-à-dire j'essaie de voir si je remonte ici mes codages et je vérifie avec mes codages si j'ai pas fait une erreur en manipulant mes équations. Si maintenant on met le paramètre A, ben vous vous doutez bien que les équations vont être encore plus compliquées. Parce que je ne vais pas pouvoir simplifier comme si c'était des entiers, etc. Donc il faut absolument, à un moment donné, si on vous dit que votre résultat il est faux à la fin, si vous n'avez pas fait de codage, ça veut dire que vous devez tout reprendre du début. Vous devez tout refaire votre calcul. Si vous avez un codage et une méthode systématique, vous allez éventuellement pouvoir dire ah, j'ai repéré mon erreur, elle est ici. Quand j'ai fait par exemple cette ligne moins cette ligne, je me suis trompé ici, donc je corrige et après je continue. Je ne suis pas obligé de tout reprendre du début. D'accord? Alors, je vais encore vous laisser chercher. J'essaie de voir s'il y en a qui ont une solution. C'est la bonne solution. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Vous avez vu, hein, c'est quand je remplace A par combien? 2. Si vous remplacez A par 2, donc si A égale 2 dans ce système, pour A égale 2, il y a une seule solution. D'accord? On a montré ça. Donc je vais garder ça, ce résultat. Ça, c'est quand A égale 2, le système a une seule solution, qui est ce nombre-là. Enfin, ce triplet-là. On va essayer de résoudre. Alors, ce que je remarque, c'est que plusieurs d'entre vous avaient réussi à résoudre le système, avaient réussi à trouver ce résultat-là. Mais là, avec A, ça pose problème.
Donc est-ce que c'est votre méthode qui vous empêche de continuer? Je ne sais pas quel est le problème, mais vous voyez, ça complique les choses. Et pourtant, je vais vous montrer qu'en appliquant la méthode du pivot de Gauss, ben c'est pareil. C'est pas plus compliqué d'avoir un A ou avoir 2. Parce que A, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être pi, peu importe. Je vais travailler comme si c'était 2. Mais je ne suis pas obligé de dire que c'est 2. D'accord? Donc ma méthode va s'appliquer, même si je mets A, on peut mettre ce qu'on veut, ma méthode va s'appliquer. Alors le seul problème, c'est que, la seule différence, c'est que bien sûr, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir simplifier. Tout à l'heure, j'avais fait par exemple 4 moins 1, j'avais dit 3. Bah là, je serai obligé de dire A carré moins 1. Je vais laisser A carré moins 1. D'accord? Mais c'est pas vraiment un problème, ça prend juste un peu plus de place. D'accord? Alors, eh ben on va faire, vous allez me dire, on va faire ensemble. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on va faire la méthode du pivot. Et vous allez me dire quels sont les codages que je vais faire, quelles sont les opérations que je vais faire sur mes lignes économiques. Alors, qu'est-ce que je fais la première? Qu'est-ce que je fais comme première manipulation, à votre avis? Après, c'est pas la seule manière de faire. On peut changer, on peut démarrer de différentes façons, mais on va choisir une manière de faire et après on va continuer, on va faire appliquer la méthode de pivot. Changer les lignes. Oui, ça on va encore le faire, effectivement. On va changer, par exemple, on peut changer la ligne 1 et la ligne 2, ou la ligne 1 et la ligne 3. Qu'est-ce que vous préférez? 2. 2. Il y en a qui ont commencé comme ça. Voilà. Si on fait comme tout à l'heure, effectivement, on va changer ligne 1 et ligne 2. Alors je change. X plus AY plus Z égale A. Vous contrôlez, hein? Que je ne me trompe pas. Donc ça y est, on a changé. Je vais prendre ça comme pivot. Et je vais essayer d'annuler ça et ça. Donc, je continue. Je vais peut-être continuer là, parce qu'on aura peut-être besoin d'un peu plus de place. D'accord? Je continue ici. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme opération maintenant? On va changer la ligne 2, et on va la changer comment? Ligne 1. Oui, ligne 2, moins Ligne 1, ligne A fois ligne 1. D'accord. C'est ça? Il y en a qui proposent autre chose? Non? Ok, on garde ça. Donc on va d'abord faire cette opération. Donc ça, moins A fois ça. Donc il n'y a plus de X. Là, je vais avoir 1 moins A carré Y. Vous êtes d'accord? Si vous avez du mal, vous imaginez ici que vous multipliez par A. Et vous écrivez ce que ça fait. Ça fait A, X, A carré, A et A carré. Si je multiplie tout par A. D'accord? Donc après, vous faites la différence. Ça moins ça, donc ça fait plus 1 moins A Z égale 1 moins A carré. Je vais faire la même chose pour la troisième ligne. Qu'est-ce que je fais comme opération? Ligne 3, moins Oui, ligne 3. Moins ligne 1. Oui, ligne 3 moins ligne 1. Donc on applique ça moins ça. Alors, il n'y a plus maintenant ça, hein, j'ai plus multiplié par A. Je fais juste ligne 3 moins ligne 1. Donc il reste 1 moins A Y. A plus 1, A moins 1 Z. Vous vérifiez bien. Hein. A carré moins A. C'est comme tout à l'heure, hein, c'est juste que vous voyez, c'est un petit peu. Mon système est un petit peu plus. Il y a plus de choses à écrire parce que je ne peux pas simplifier. Je ne sais pas ce que vaut A, donc je ne peux pas dire ce que vaut 1 moins A carré ou A carré moins A. Mais c'est exactement la même méthode. Alors maintenant, les choses vont peut-être être différentes ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me proposez? Donc tout à l'heure, on avait fait quoi? On avait fait une dernière opération pour éliminer cette valeur-là. Qu'est-ce que vous proposez comme opération? Donc on va changer la ligne 3, si on fait comme tout à l'heure. Mon objectif, c'est de faire disparaître Y. Qu'est-ce que vous proposez?
Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous aider, regardez. Celle-là plus celle-là, ça ne va pas simplifier les y. Pourquoi? Parce que là j'ai 1 moins a carré, alors que là j'ai 1 moins a. Donc ça ne fera pas 0, si je veux appliquer la méthode pour simplifier y. Regardez, on va écrire... Multipliez par... Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous aider, vous guider. Alors, je vais faire un peu plus grand. On va mettre x plus ay plus z égale a. Ici, donc, j'ai... Alors, est-ce que tout le monde est d'accord que 1 moins a carré, c'est 1 moins a fois 1 plus a? Ok. Ensuite, ici, j'ai 1 moins a z. Et là, 1 moins a carré, ben, je peux faire pareil. C'est 1 moins a plus fois 1 plus a. Et là, j'ai 1 moins a fois y plus a moins 1 z égale, et là même je peux encore factoriser aussi et faire apparaître a moins 1. Il y a beaucoup de a moins 1 qui apparaissent. Tout à l'heure, ces a moins 1, ils n'apparaissaient pas parce que 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça ne posait pas de problème. Ça disparaissait. Ici, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que vous pouvez me donner l'opération que je dois faire? Ici. Est-ce que je dois faire une opération ici? Qu'est-ce que je peux faire comme opération? Alors, je ne peux pas juste ajouter des lignes, parce que si j'ajoute ici, ça ne marchera pas. Mon objectif, c'est d'éliminer ce y. Comme ça, si j'élimine y, je vais pouvoir trouver z. Et une fois que j'aurai z, je vais remonter mon système comme tout à l'heure. C'est la méthode du pivot de Gauss. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme opération ici? Ligne 3. Oui, on fait quoi? Oui. Non. Alors, la ligne 3, c'est quoi maintenant alors? C'est ligne 3 tu proposes? Oui. Moins. Ligne 2 sur 1 moins 1. Donc 1 sur 1 plus a fois ligne 2, c'est ça? Tout le monde voit? Donc ça, c'est ce qu'on propose à notre camarade. Et effectivement, si on fait ça, on va pouvoir ici diviser par 1 plus a. Et donc en faisant ça moins ça, effectivement, les y vont disparaître. D'accord? Il y a un petit problème ici. C'est quoi ce problème? Ça ne se posait pas tout à l'heure ce problème. J'aurais pu faire comme ça aussi tout à l'heure avec 2. Avec a égale 2, ça faisait L3 moins 1 tiers de L2. J'avais dit, je n'avais pas choisi ça parce que ça faisait des fractions. Mais j'aurais très bien pu faire comme ça et finir le calcul comme ça. Ici, il y a un autre problème qui se pose. Quel est le problème? On va voir 1 moins 1. Non? Le problème, c'est, vous voyez, j'ai pas encore fait la transformation. D'ailleurs, c'est pas là que la transformation, on va la faire juste après. Est-ce que je peux continuer normalement avec cette opération que propose notre camarade, ou est-ce qu'il y a quelque chose auquel je dois faire attention? Ah, alors, votre camarade propose une autre opération. On va voir si c'est mieux, ou elle propose de multiplier la ligne 3 par a plus 1, moins ligne 2. Alors je dis qu'on peut faire comme ça aussi, mais là aussi il y a un problème. Là aussi on peut écarter. C'est-à-dire que si je continue ici, je peux très bien arriver à un résultat faux. Pourquoi? Et là vous devez raisonner, vous devez dire, je dois réfléchir, pourquoi est-ce que je peux écrire quelque chose de faux à la fin, arriver à quelque chose de faux? Parce que, en fait, l'erreur qu'il y a ici, je peux vous montrer la même erreur appliquée à un autre raisonnement, et je vais vous démontrer que 2 égale 1. Je peux vous démontrer que 2 est égal à 1. Et vous n'allez même pas voir où est l'erreur. C'est exactement le même type d'erreur. D'accord? Mais je peux cacher l'erreur pour que dans la démonstration, vous ne voyez pas où est l'erreur. Et vous allez dire, bah oui, il vient de démontrer que 2 égale 1. Waouh! C'est faux pourtant. Ben là, c'est la même chose.
sans vous en rendre compte, vous pouvez faire cette erreur-là et arriver à un résultat faux. Alors que ce soit avec ce qu'a proposé votre camarade ici, que ce soit ici, quelqu'un peut me dire il est où le risque d'erreur? Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose? Et pourquoi est-ce que je ne peux pas continuer comme tout à l'heure? Il va falloir ce qu'on appelle faire une discussion de cas, une disjonction de cas. J'attends toujours, c'est quoi le problème? Pour quelle valeur de A est-ce qu'il y a un problème ici? Vous vous rappelez, un A, c'est pas n'importe quoi, c'est un nombre. Ça peut être 2, ça peut être pi, ça peut être égal aussi à moins 1. Imaginez que A est égal à moins 1, mais on ne le sait pas. On ne sait pas que A est égal à moins 1, mais peut-être que A est égal à moins 1. On va nous dire, ben, dans mon système, finalement, je choisis que A égale moins 1. Est-ce que votre méthode, elle marche? Jusque-là, oui. Mais arrivé là, vous écrivez quoi? Vous êtes en train de dire, je fais L3 moins 1 sur 0 fois L2. Et c'est quoi 1 sur 0 fois L2? Je ne sais pas ce que c'est cette opération. Si A égale moins 1, cette opération n'a pas de sens. Avec ce qu'a proposé votre camarade, on ne divise plus par 0. Donc, on peut penser qu'on échappe à cette erreur. Mais en fait, c'est quoi le problème ici quand A égale moins 1? Ah oui, si A égale moins 1, vous multipliez L3 par 0, et donc le changement que vous effectuez sans vous en rendre compte, c'est quoi? Vous remplacez L3 par moins L2. Donc ça veut dire que dans votre système, vous faites comme si la troisième ligne n'existait pas, et vous recopiez en fait la deuxième ligne. Et donc votre système n'est plus équivalent. D'accord? Dans les deux cas, que vous fassiez comme ça ou comme ça, si vous ne supposez pas que A est différent de moins 1, vous ne pouvez pas continuer votre calcul. Donc là, vous avez le droit de le faire, mais vous allez dire si A est différent de moins 1. Si A est différent de moins 1, alors je peux continuer mon calcul ici. D'accord? Alors, si on veut éviter les fractions, il vaut mieux effectivement plutôt utiliser ça. Mais c'est pareil, mais là, du coup, si on fait comme ça, on va avoir plein de fractions. J'aime pas trop les fractions. Alors, on va faire avec celui-là. D'accord? Alors, on continue. Mais on doit dire si A n'est pas égal à moins 1. Oui. Sinon, je ne peux pas continuer. D'accord? Si je fais cette méthode, si je ne suppose pas, alors il faut dire supposons. Par exemple, vous pouvez dire supposons. Et sinon, vous allez... Et oui, c'est vous qui décidez. C'est vous qui l'avez trouvé. Personne ne va vous dire qu'il fallait écarter le cas égal à moins 1. Si vous continuez cette méthode, vous êtes obligé. Vous n'allez pas tout recommencer, mais vous dites, mais je peux continuer, mais je vais écarter ce cas. Alors pourquoi ce n'est pas un problème d'écarter un cas? Parce que là, en fait, on écarte juste un seul cas. Si A est différent de moins 1, c'est bon, on peut continuer. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour le cas égale moins 1? Comment on va faire pour savoir ce qui se passe quand A égale moins 1? Quand on aura fini notre calcul, on n'aura pas complètement fini puisqu'on a fait une supposition ici. Qu'est-ce qu'il suffira de faire? Bon, on va en parler après. Je vous laisse finir le calcul là. Avec ça, là, vous reprenez le calcul ici. Si vous n'aviez pas fait comme ça, bah, vous le recopiez. Et puis vous essayez de finir ici le système pour trouver des solutions. D'accord? Donc je vous laisse continuer avec cette opération-là. Allez-y. Essayez de finir la résolution. Je les recopie. Ici on a dit quoi? Donc on a supposé ça. Donc ça, je multiplie tout ça par A plus 1. Voilà. Et après, je fais ça moins ça, une fois que j'ai multiplié. Donc les Y, il n'y en a plus. Donc celui-là, je le recopie. On ne change pas la deuxième ligne, on change la troisième ligne. Donc il n'y a plus de Y. Des Z, il y en a combien? Eh bien, A-1 fois A plus 1 Z, moins... Alors c'est A-1, il faut de la place, A plus 1 Z, moins 1 moins A, Z, égale ça fois A plus 1, donc A moins 1, A plus 1,
moins 1 moins A plus 1. Ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, ça va se simplifier pas mal. Parce que, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, il y a pas mal de choses que je peux mettre en facteur. Par exemple ici, dans cette dernière équation, j'ai uniquement Z comme inconnu. Donc je vais pouvoir trouver mon inconnu, mais il faut d'abord que ici je factorise. Donc j'ai quoi? J'ai A moins 1, facteur de A plus 1, moins, donc plus 1. Vous êtes d'accord? Là, quand je factorise. J'ai A moins 1, et là, en fait, ça, je remarque que c'est plus A moins 1 Z. Donc je peux factoriser par A moins 1, et j'ai A plus 1, plus 1. Z égale, et ici pareil, regardez, je constate qu'ici j'ai quasiment la même chose. Ça et ça, c'est pareil. C'est A moins 1 facteur de A plus 1 fois A plus 1. A moins 1 A plus 1 fois A moins 1 moins A, c'est plus A plus 1. D'accord? Donc ça fait ça. Je vais continuer ici, je simplifie un petit peu, ça fait A moins 1 A plus 2 Z égale A moins 1 A plus 1 au carré. Je vais effacer ça parce que j'ai besoin de place. Là j'y suis presque, maintenant je veux tout diviser par ça. Z égale tout ça divisé par ça. Est-ce que je peux le faire? Ben oui, mais à condition que, encore une fois, c'est le même problème que là-bas. Je vais devoir diviser par un nombre, mais imaginez que A plus 2 est nul, ou A moins 1 est nul. Alors ici, j'ai 0 fois Z, donc j'ai 0 égale quelque chose. Je ne sais pas si... je ne peux pas trouver Z, je ne peux pas diviser par 0. Donc ici, je dois faire encore une condition, encore une discussion. Quelle est cette discussion? Je vais supposer que A est différent de 1, et A est différent de moins 2. Vous voyez, c'est ça une discussion. Pour l'instant, j'ai dû faire séparer 3 cas. A égale moins 1, A égale 1, A égale moins 2. Alors, en supposant que ces 3 cas ne sont pas réalisés, maintenant je peux écrire Z égale, c'est à cette condition, si j'ai ça, alors je peux dire que Z est égal à A moins 1 fois A plus 1 au carré, divisé par A moins 1 fois A plus 2. Maintenant, je suis sûr que je ne divise pas par 0. C'est-à-dire, après simplification, A plus 1 au carré sur A plus 2. Ça, c'est la solution pour Z, à condition que A soit différent de moins 2. Alors après, il faut remonter ici, remplacer ici par Z, et trouver Y. Alors, je vais vous donner juste la réponse, après vous essayerez de retrouver avec ce système. C'est un petit peu long à faire, mais il n'y a pas vraiment d'autres méthodes pour arriver au résultat. On trouve 1 sur A plus 2. On trouve quelque chose de relativement simple pour Y, on trouve 1 sur A plus 2. Toujours avec ma condition A différent de moins 2. Donc c'est bon. Et enfin, on trouve X égale, si on remonte ici, on trouve à la fin X égale, quelques calculs, et je vais vous dire ce qu'on trouve, c'est moins A plus 1 fois A plus 2. Sur A plus 2.
Alors vérifions tout à l'heure notre système de départ de la première question. C'était avec A égale 2. Vous vous rappelez? Avec A égale 2, qu'est-ce qu'on trouve ici pour X? Moins 3 quarts. Ça marche. Ici, pour Y, ça fait 1 quart. C'est ce qu'on avait trouvé aussi. Et ici, pour Z, on avait trouvé 9 quarts. On vérifie. 2 plus 1 au carré sur 2 plus 2, ça fait bien 9 quarts. Donc ça confirme qu'on trouve la même chose que ce qu'on avait trouvé quand on avait résolu le système avec A égale 2. Et là, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va conclure? Première chose, c'est si A est différent de moins 1, A est différent de 1 et A est différent de moins 2, alors mon système a une seule solution. La solution, c'est X égale ça, Y égale ça et Z égale ça. Mais c'est pas fini, j'ai pas fini de répondre complètement à la question parce que je dois dire ce qui se passe quand A égale 1 et quand A égale moins 2. Mais en général, ces cas-là, ça va très vite. Il ne faut pas tout refaire. Il ne faut surtout pas tout refaire. Je vais juste, justement, si vous avez bien codé votre système, vous allez juste, à l'endroit où vous pouvez remplacer, vous allez remplacer la valeur de A. Où est-ce que je peux remplacer, par exemple, A égale 1? Eh bien, jusque-là, j'avais le droit. Jusque-là, j'avais le droit. Là où j'ai pas eu le droit, c'est ici. C'est quand je suis passé ici. Eh bien, je reviens. Donc, vous voyez, premier cas, c'est... Alors, on va garder ce cas-là. Maintenant, si A égale 1, qu'est-ce qui se passe? Mon système S, je reprends, je l'appelle S. Mon système S, il va être équivalent à quoi? Eh bien, je reprends ici. Alors, A est égal à 1. Donc, si A égale 1, ça fait la première équation, c'est X plus Y plus Z égale 1. D'accord? Ensuite, la deuxième équation, c'est quoi si A égale 1? Regardez, c'est facile. Si A égale 1, ça fait 0 plus 0 égale 0. On peut l'écrire. Si, on va l'écrire. Allez, on va l'écrire. Mais on le savait, ça, déjà, que 0 égale 0. Et ici, la dernière équation, c'était celle-là. C'était valable ici, jusque-là. Même pour A égale 1, c'était valable. C'est après que c'était plus valable. Eh bien, quand A égale 1, ça fait 0 égale 0. En fait, mon système, il est équivalent à l'équation X plus Y plus Z égale 1. Quand A égale 1. Qu'est-ce que je conclus? Est-ce qu'il y a des solutions? Il n'y a pas de solution? Ça marche pas, ça? Il y a beaucoup de sens. Ça marche, non? 2, 2, moins 3. C'est la seule? Il y a beaucoup de sens. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a une infinité. D'accord? Pourquoi il y en a une infinité? Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour X, ce que vous voulez pour Y. Après, vous allez devoir choisir quelque chose pour Z. Mais peu importe. Hein. Vous prenez X égale 17, Y égale 47. Vous serez obligé de prendre Z égale 163. Ça marche? Alors vous voyez, on en a une infinité en fait. Hein. On voit bien qu'on peut trouver plein de solutions. Et en fait, comment on fait? Vous savez trouver, comment vous écrivez toutes les solutions? Comment écrire toutes les solutions de ce système dans ce cas-là? Quelqu'un sait l'écrire? Parce que là, je ne vais pas m'amuser à faire la liste de toutes les solutions, on est d'accord? Il y en a une infinité. Mais comment je vais l'écrire? Je ne vais pas m'arrêter juste là. La question, c'est résoudre le système. On doit donner des solutions. Donc, est-ce que vous savez comment on fait? Alors, je vais vous montrer comment on fait. En fait, eh bien, on est un peu fou en maths. Hein. On voulait résoudre un système, on est arrivé à une équation, on n'est pas content, mais on refait un système. Mais en fait, je vais juste paramétrer mon système. C'est-à-dire, je vais dire qu'ici, en fait, je remarque que, par exemple, Y et Z, je peux les choisir comme je veux. Ou alors Z, par exemple. Comment j'ai fait pour trouver les solutions? J'ai choisi X au hasard, Y au hasard, et après, j'ai ajusté avec Z. D'accord? Donc, vous pouvez dire, par exemple, que X est une variable. D'accord? Y est une autre variable. Par contre, Z sera égal à quoi?
sera obligatoirement lié aux deux premières variables. Mais vous pouvez choisir T et S comme vous voulez. Donc ça veut dire que les solutions, en fait, l'ensemble des solutions, on va le rédiger, on va conclure comme ça dans le cas où égal 1, l'ensemble des solutions, et je vais l'écrire, c'est tous les triplés qui s'écrivent comment? T, S, et la dernière composante, c'est forcément 1 moins T moins S. Je vais faire mon triplet, et c'est un ensemble que je suis en train d'écrire, donc je vais dire tel que T appartient à R, S appartient à R. J'ai le droit de choisir S comme je veux, j'ai le droit de choisir T comme je veux, et là j'ai décrit mon ensemble, c'est-à-dire j'ai dit que vous prenez tous ces triplets-là, et à chaque fois ce sera solution du système. Donc vous voyez, vous pouvez ici prendre 2, 3, et ici je vais prendre 1, moins 2, moins 3, donc je prendrai moins 4. Donc 2, 2, moins 4, ça marche. Non. Je dis quoi? 2, 3, moins 4, ça marche. D'accord? Donc vous avez le droit de choisir comme ça, vous pouvez trouver toutes les solutions. Mais j'ai dit quelles sont les solutions. Elles sont toutes comme ça. Elles s'écrivent toutes comme ça, les solutions. D'accord? Donc ça, c'était dans le cas où A égale 1. Mais après, il faut faire pareil avec A égale moins 2. Mais pareil, quand A égale moins 2, je ne vais pas tout recommencer du début. Je sais que A égale moins 2, c'est ici que j'ai abandonné. Mais regardez ce qui se passe ici pour A égale moins 2. Que devient la dernière équation si A égale moins 2? Je ne vais pas écrire les deux premières. Vous allez voir pourquoi. La troisième équation, elle devient quoi quand A égale moins 2? Ça ne fait pas 0 égale 0 cette fois-ci. 0 égale 9. Ça fait 0 égale, vous voyez celle-là. Si A égale moins 2, ça fait 0 égale 9, c'est ça? Oui, non. Moins 2, ça fait 1. Moins 3. Ça fait moins 3. 0 égale moins 3. Qu'est-ce qu'on conclut? Le système n'a pas de solution. Aucune solution, on dit qu'on a une équation incompatible. Donc ça veut dire que si vous prenez A égale moins 2, ici par exemple si vous mettez moins 2x, moins 2y, moins 2z, moins 2 et 4, si vous essayez de résoudre ce système, vous ne trouverez aucune solution. D'accord? Donc un système n'a pas toujours une solution. En fait, la théorie montre qu'un système linéaire comme ça, il n'y a que 3 cas possibles. Soit il y a une seule solution, comme on l'a trouvé tout à l'heure, soit il n'y a aucune solution, soit il y a une infinité de solutions. Un système linéaire n'a jamais deux solutions. D'accord? Ça n'existe pas. C'est toujours une seule solution, aucune solution ou une infinité de solutions. Et donc, si vous n'avez pas de paramètres, quand vous résolvez un système, eh bien, vous allez être dans un de ces 3 cas-là. Vous devez savoir dire, je n'ai pas de solution parce que vous tombez, vous allez trouver, en appliquant la méthode de Gauss, la dernière équation, elle va être soit incompatible comme ça, soit elle va donner 0 égale 0. D'accord? Et après, il faut remonter les deux autres équations. Soit comme tout à l'heure, vous allez trouver une valeur pour z, une valeur pour y et une valeur pour x. Ça, c'est la théorie qui assure ça. Et la méthode du pivot de Gauss permet en fait de discuter. En allant jusqu'au bout, vous allez pouvoir dire s'il y a une solution, plusieurs solutions ou aucune solution. Alors, ici, il n'y a pas de solution. Ici, il y a une infinité de solutions. Ici, il y a une solution. On a oublié un cas là-bas, qui était le cas A égale moins 1. Bon, ça, c'est un incident de parcours. En fait, quand A égale moins 1, si vous refaites pareil, donc vous partez maintenant, par contre, vous allez partir d'ici. Parce que c'est à partir de là qu'on a divisé par A plus 1, vous multipliez par 1 plus 1. À partir d'ici, vous remplacez A par moins 1. Et en fait, vous allez encore trouver une solution. Donc, vous voyez en fait que dans ces équations, dans ces réponses-là, quand je remplace 1 par moins 1, ça marche en fait. D'accord? Donc ça, c'est juste un problème dans la résolution. J'aurais pu manipuler autrement pour ne pas avoir ce cas à traiter. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un faux cas. Alors c'est pas grave, il faudra le discuter aussi, mais en fait, il va être englobé dans ce cas-là. D'accord? Et suivant les combinaisons que vous faites, parfois ce cas-là n'apparaîtra pas. Par contre, ces deux cas-là, ils sont obligés d'apparaître, puisque la conclusion n'est pas la même. D'accord? Donc à un moment donné, tout le monde devra faire apparaître le cas A différent de 1 et le cas A différent de moins 2. Mais le cas A égale moins 1, en fait, ce n'était pas un vrai cas, il peut parfois ne pas apparaître. D'accord?
Est-ce que vous avez des questions? Mon objectif n'était pas de vous imposer ici une méthode plutôt qu'une autre. Mais comme vous l'avez vu, certains ont bien réussi à résoudre le premier système sans le paramètre avec la méthode qu'ils avaient apprise, mais ça leur a posé un problème pour la méthode, pour la deuxième question. Ici, avec le pivot de Gauss, c'est exactement la même méthode, c'est juste que c'est un petit peu plus long. Mais vous voyez, j'ai suivi exactement la même méthode, je n'ai pas eu à inventer des choses. Et par contre, quand il y a un paramètre comme ça, ben, à un moment donné, il faut discuter les choses. Je ne vais pas vous... Parce que là, on arrive, ça fait un peu tard. Juste pour la dernière question, je vais vous montrer le lien qu'il y a avec le déterminant. Donc, est-ce que tout le monde a entendu parler du déterminant d'une matrice? À quoi ça sert de calculer le déterminant d'une matrice? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'utilité du déterminant? Cet outil, on l'utilise pour quoi en général? Pourquoi on utilise le déterminant? À quoi ça sert? On calcule un déterminant. Pour savoir comment serait la solution. Oui. Et pourquoi? Alors, quel est le lien? Pourquoi est-ce que... Alors, c'est quoi déjà le déterminant? Quel déterminant est-ce qu'on va calculer ici? Si le déterminant c'est 1, il y a une solution. Non, c'est pas par rapport à 1 le critère. En fait, le déterminant, il sert à faire quoi? Soit le déterminant d'une matrice carrée, ça permet essentiellement de savoir si la matrice est... Donc le mot que j'attends. Non, on dit inversible, oui. Si le déterminant d'une matrice est égal à 0, la matrice n'est pas inversible. S'il est égal à 0, la matrice est... S'il est différent de 0, alors la matrice est inversible. Ça sert à quoi d'avoir une matrice inversible et une matrice non inversible? Je vais juste vous montrer ça ici. Je ne sais pas en fait ce que vous avez fait exactement sur les matrices et en algèbre linéaire l'année dernière, mais je vais vous montrer parce que c'est important aussi d'avoir l'interprétation matricielle d'un système. Ici, vous voyez, ce système-là, je peux l'écrire comme ça. Si vous avez vu le calcul matriciel, vous avez dû voir que si j'écris les coefficients de mon système dans une matrice, comme ceci, si je multiplie cette matrice, alors vous avez dû voir donc, le calcul matriciel, on peut multiplier une matrice carrée 3, 3, 3 lignes, 3 colonnes, on peut la multiplier par une matrice colonne x, y, z. Et quand je multiplie cette matrice, ça fait quoi cette matrice-là? Ça fois ça. Ça fait la matrice. Ça fait une matrice de combien de lignes, combien de colonnes? 3 lignes. Et une colonne. Ça fait A fois X, AX, plus Y, plus Z. Vous êtes d'accord? X plus AY plus Z, et X plus Y plus Z. Ça, c'est ce que donne le produit matriciel. Et en fait, vous voyez, ce système-là, ça veut dire que ce produit matriciel qui est égal à ça, il doit être égal à le vecteur colonne qui est ici. Donc ça doit être égal à 1A carré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture matricielle de mon système. D'accord? Ça, c'est une... Voilà, ça fait ça. Bon, si vous voulez refaire le produit après, vous le refaites. Mais du coup, ça, j'ai une matrice qui s'appelle A, je vais l'appeler A. D'accord? Et donc, j'ai A fois ça égale ça. Eh bien, si la matrice est inversible, regardez ce que je peux dire. Si A est inversible, c'est-à-dire son inverse existe, alors c'est équivalent à quoi? Eh bien, je peux écrire que x, y, z est égal à A-1 fois... J'inverse mon système, et en fait, c'est ce qu'on a fait quand on a fait le pivot de Gauss. Le pivot de Gauss permet en fait de trouver l'inverse de la matrice A. Donc si vous arrivez à trouver l'inverse de la matrice A, et bien après vous faites cet inverse fois ce vecteur colonne, et vous trouverez x, y et z. D'accord? Maintenant, donc là ça veut dire qu'il y aura une seule solution.
pour x, y, z. Mais il faut que la matrice soit inversible. Et c'est là qu'intervient le déterminant. À quelles conditions est-ce qu'une matrice est inversible? Si son déterminant est différent de 0. Et si vous calculez le déterminant de cette matrice, alors là c'est une autre histoire, hein, on ne va pas la raconter aujourd'hui, mais le déterminant d'une matrice 3, 3, vous savez tous calculer le déterminant? Là aussi il y a plusieurs méthodes. Hein. Mais si vous faites le calcul, je vais vous donner le résultat. Je crois qu'on trouve. Vous allez trouver ça comme résultat si vous faites le déterminant de A. Vous voyez, c'est conforme à ce qu'on avait trouvé là. Quand A égale 1, le déterminant est nul. Quand A égale moins 2, le déterminant est nul. Sinon, le déterminant est non nul. Et bien, on va avoir les mêmes conclusions. Alors, on n'aura pas les solutions, mais la question, c'était pas trouver les solutions, c'est dire la nature de l'ensemble. La nature de l'ensemble des solutions, eh bien, si A est égal à 1 ou A égale moins 2, je n'ai pas une seule solution. Et effectivement, c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé une infinité de solutions ou aucune solution. Mais là, par contre, je ne peux pas savoir dans quel cas je suis. Je ne peux pas savoir si pour A égale 1, il n'y a pas de solution ou il y a une infinité. Et donc là, il faut aller plus loin. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si A est différent de 1 et A est différent de moins 2, ça c'est sûr que le système admet une seule solution. Ça c'est sûr. Parce que je vais pouvoir inverser mon système, inverser ma matrice et trouver ma seule solution comme ça. D'accord ? Parfois on a juste besoin de savoir si un système a une solution ou pas. On n'a pas besoin forcément de la trouver. D'accord ? Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de passer par la matrice et par le déterminant et pas faire tout le calcul, parce que parfois, pour résoudre mon problème, je veux juste savoir s'il y a une solution ou pas une solution. Donc ça peut être utile de raisonner comme ça. Bon, on va garder quand même 5 minutes pour les questions, soit sur ça, soit sur autre chose, ça peut être des études à l'INSA. Vous avez aussi vos camarades ici qui viennent de France qui peuvent éventuellement répondre à vos questions, maintenant ou après. Mais en tout cas, vous avez été très attentifs, très sérieux, très coopératifs aussi. Je vous ai imposé un exercice, vous auriez pu dire mais non, moi je ne veux pas faire cet exercice. Non, non, vous avez été très sympathiques, donc je vous remercie vraiment pour votre travail. Donc allez-y si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds. Vous avez appris des choses? Petite question parmi vous. Il y en a qui voudraient venir continuer leurs études à l'INSA. Combien? Beaucoup? Levez le doigt juste pour voir. D'accord. J'espère que ce sera le cas. Lyon est une très belle ville. Monterrey aussi. C'est comme ça que vous donnez une classe normale là-bas en oui, c'est-à-dire, en fait, là-bas, un cours de mathématiques ne se passe pas tout à fait comme on vient de faire. En fait, il y a deux, ça peut se passer comme ça, mais au départ, à l'INSA en tout cas, l'enseignement des mathématiques se fait sous deux formes. Les cours en amphithéâtre, donc ce qu'on appelle les cours magistraux. Donc ce sont des amphithéâtres de 100 étudiants. 100 étudiants. Et c'est un cours théorique, c'est-à-dire le professeur ne va pas voir les élèves, il est au tableau, il explique les notions importantes, les théorèmes, les définitions qu'il faut connaître,
il peut montrer une méthode aussi de résolution comme j'ai fait là. Et ça, c'est donc, et puis les élèves peuvent poser des questions, mais voilà, ils sont nombreux et ça se fait comme ça. Et ensuite, ce groupe de 100 étudiants, il est partagé en 4. Donc on fait des groupes de 25 étudiants. Et chaque groupe de 25 étudiants, ensuite, va suivre ce qu'on appelle des travaux dirigés. Et dans ces travaux dirigés, par contre, ça va se passer un peu plus comme ça. C'est-à-dire, le professeur va donner des exercices. C'est-à-dire qu'en cours, en amphi, ils ont vu la méthode de Gauss, ils ont vu comme ça les différentes les choses où il faut faire attention, etc. Et après, en travaux dirigés, le professeur va entraîner les élèves à résoudre des exercices et à appliquer ce qu'ils ont vu en cours. Voilà. Donc ça se fait comme ça. Ici, je crois que vous n'avez pas les amphithéâtres. Ça se passe toujours en groupe. Mais quand c'est en groupe de TD, c'est un peu comme ça. Bon, normalement, vous avez une table pour pouvoir écrire correctement, mais le professeur circule, il regarde, il répond aux questions. Et parfois, moi, j'envoie des élèves au tableau pour corriger. C'est très intéressant de voir. C'est moi qui ai fait à chaque fois ici, parce qu'on n'avait pas trop le temps. Mais quand un élève fait quelque chose au tableau, il y a des choses intéressantes et il y a des choses qui permettent aussi de dire aux élèves attention, regardez là, il ne faut pas faire cette erreur-là, pourquoi est-ce que c'est juste, pourquoi est-ce que c'est faux. Voilà, ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, je vais vous libérer. Merci encore de votre attention. Et puis bon. Bon, à vrai dire, moi, faire une évaluation sur quelque chose comme ça, fait en 1h30, 2 heures, c'est pas mes habitudes. Hein. Parce que on a vu tout très vite, c'est pas bon. Après, si le professeur Antonio veut que je fasse une évaluation, ben, je ferai une évaluation. Autour de tout ça, pour voir si vous avez compris un peu ce que j'ai expliqué. Voilà. Vous pouvez retravailler la méthode de Gauss, essayer de voir dans les livres, hein, vous trouverez sûrement des systèmes où les paramètres, vous pouvez les fabriquer vous-même. Hein. Vous prenez un système et vous n'êtes pas obligé de mettre des paramètres partout. Vous mettez juste un paramètre à 2 endroits, par exemple. Vous mettez là et là et là, et vous essayez de résoudre le système comme ça. Donc vous vous amusez à faire des choses comme ça. Pour voir si vous avez bien compris comment ça marche. Voilà. Merci.